Néanmoins, j'espère que suite à cette conférence, eh bien, vous aurez envie de vous plonger à nouveau dans des ouvrages qui lui sont consacrés, et ils sont fort nombreux. Dieu mis à part, Léonard de Vinci est sans doute l'artiste sur lequel on a le plus écrit. Alors voilà comment Daniel Arras, dans son ouvrage qu'il a consacré au grand maître de la Renaissance. Daniel Arras, c'est un historien d'art, c'était un historien d'art, grand spécialiste de l'Italie et qui, hélas, nous a quittés prématurément en 2003. Donc vous voyez, quand il dit Dieu mis à part, on a vraiment beaucoup écrit, effectivement, depuis la période de la Renaissance jusqu'à nos jours. On trouve beaucoup de choses, beaucoup de littérature sur Léonard de Vinci. Certaines sont souvent inventées, erronées, mais en tout cas, si j'avais un seul ouvrage à vous conseiller sur Léonard de Vinci, c'est bien sûr celui de Daniel Arras, qui a vraiment renouvelé la vision de l'artiste. Alors, Léonard de Vinci est né en 1452 dans un petit village de Toscane, Vinci, et il est mort, vous le savez bien sûr, en 1519 en France. Et il va commencer à être actif dans une période assez particulière, puisque Laurent de Médicis, dit le Magnifique, va être élu à l'âge de 20 ans tout juste, en décembre 1469, à la tête de Florence, suite au décès de son père, Pierre le Goutteux, lui-même ayant succédé 5 ans plus tôt à son père comme l'Ancien, qui est donc mort en 1464. Va s'ouvrir avec le règne de Laurent le Magnifique, ce qu'on va appeler plus tard l'époque laurentienne, saluée comme la plus brillante de la Renaissance florentine. C'est une période avec un héritage de 3 générations de culture et de création, et c'est là que va s'épanouir, pour les plus grands noms, Botticelli, Léonard de Vinci, Michel-Ange, et encore bien d'autres artistes. Alors, lorsque Laurent le Magnifique meurt en 1492 à Florence, va s'ouvrir une période un petit peu trouble, un peu sombre. Il faut savoir que les Médicis vont être chassés de Florence, ils vont devoir s'exiler, et c'est Savonarole, un moine bénédictin, qui va s'installer à Florence à la tête d'une théocratie. Et à la suite de ça, violence, excommunication à l'appel, et cette période très intolérante va finir par lasser les Florentins eux-mêmes, qui avaient donc favorisé la prise de pouvoir de Savonarole, et il finira brûlé sur un bûcher. Et donc Florence va connaître, alors que cette ville a connu vraiment une création artistique très importante tout au long du XVe siècle, le fameux Quattrocento, les années 1400, eh bien, en cette fin de siècle, eh bien, ça s'essouffle un petit peu, et puis Florence va s'effacer quelque peu face à Rome, puisque c'est sous l'impulsion de 2 papes, Jules II puis Léon X, que d'immenses travaux vont être commencés dans la cité pontificale, et ça va attirer bien sûr un grand nombre d'artistes, Michel-Ange encore, Raphaël, puisque vous savez que Raphaël a beaucoup œuvré dans l'enceinte du Vatican. Vinci fera un court séjour également, mais on a Bramante également en architecture. Donc il y a un vrai climat de culture dès le début du XVIe siècle à Rome. Il faut dire que c'est une période où tous avaient vraiment le sentiment de se trouver à l'apogée d'une nouvelle conception du monde spirituel et artistique, qui avait été préparée donc, au cours du Quattrocento. Les acquisitions de la perspective étaient désormais des outils familiers.
Depuis les travaux de Léonard, eh bien, il était davantage question d'une perspective de l'air et de la lumière, et aussi une compréhension beaucoup plus profonde du rendu d'état d'âme dans la peinture ou la sculpture. Et la connaissance des formes de l'Antiquité avait atteint un tel niveau qu'il n'était plus question d'imiter, mais d'opérer soi-même dans l'esprit de ces modèles antiques, toujours considérés comme des critères. Et peut-être que vous connaissez l'anecdote avec Michel-Ange, qui avait sculpté une sculpture et qui l'avait fait passer pour une antiquité, et c'était vraiment passé très très bien. La preuve qu'il avait à la fois compris cette sculpture antique et il l'avait bien sûr dépassée. Donc cette apogée de la Renaissance, eh bien, elle s'adresse non pas à tous ces petits centres de la Toscane, autour de Florence, non pas non plus Rome, qui commence vraiment à recevoir un grand nombre d'artistes, mais bien sûr dans toute l'Europe entière, et cela tout au long du XVIe siècle. Revenons à Léonard. Très vite, le peintre a été célèbre. Dès le début des années 1490, Giovanni Santi, qui était le père de Raphaël, l'estimait divin. Au même titre que le Pérugin qui a été le maître de Raphaël et qui était un artiste avec une très grande renommée. Vasari, le fameux Giorgio Vasari, vous avez peut-être entendu parler de lui, c'est un peintre, un architecte du XVIe siècle, mais il est surtout connu aujourd'hui pour avoir écrit les premières biographies des artistes du Quattrocento, mais aussi les artistes qui lui étaient contemporains. Et si Vasari a raconté des choses, vous pouvez continuer à découvrir ce qu'a dit Vasari, puisque c'est toujours édité, hein, ça s'appelle Lévi, et c'est très intéressant parce que c'est écrit de façon très agréable, mais il faut vraiment prendre tout ce qu'il dit de façon un peu reculée, puisque il a beaucoup inventé et les choses qu'il ne connaissait pas, il les a un petit peu inventées. Donc Vasari lui accorde un rôle considérable dans l'apparition de ce qu'on va appeler la Bella Maniera du Cinquecento, donc du XVIe siècle. Vasari, d'ailleurs, a une façon très intéressante de parler de la Renaissance. Il qualifie la Renaissance en 3 phases. Première phase qu'il compare à la petite enfance, qui est pour lui les tout débuts de la Renaissance, donc le Trecento entre 14e et 15e siècle, avec des artistes comme Cimabue, Giotto, et puis la phase de l'adolescence, qui serait représentée par des gens comme Brunelleschi, Donatello, et puis Masaccio pour la peinture, donc le début du Quattrocento à Florence, et puis la phase de maturité, représentée là par des artistes comme Raphaël, Léonard de Vinci, Bramante, et tous ces grands artistes. Donc voilà comment il nous montre la Renaissance. Léonard de Vinci a profité sûrement plus d'une réputation fondée sur ce qu'on disait de lui que ce qu'on pouvait réellement voir ou connaître. Et dès la fin du XVIe siècle, son image est très forte et très impressionnante dans les esprits. On connaît son nom, sa qualité, son talent, mais c'est une image qui reste quand même assez floue et assez indéterminée, parce qu'on s'aperçoit que c'est une espèce de réputation et que, en fait, peu de gens ont eu l'occasion de voir ses dessins, de découvrir sa peinture ou même de lire ses écrits. Au XVIIe siècle, Roger de Pile, dans son abrégé de la vie des peintres,
constate qu'il faut s'en remettre à ce qu'en disent les historiens. Donc vous voyez, là encore, ça montre bien la difficulté qu'ont les historiens de cette époque de cerner véritablement le personnage. Au XVIIIe, ça va continuer. Au cours du XIXe, Léonard de Vinci est toujours très présent dans les esprits, et sa réputation a continué à perdurer au fil des siècles. Mais les historiens, pour résumer très très vite, vont inventer leur Léonard de Vinci. Il va être tour à tour extrêmement moderne par toutes ses inventions. Il va être romantique pour certains. Et puis, vous voyez, chacun va y chercher ce qu'il a envie sans vraiment prendre en compte la réalité et surtout se baser sur des faits historiques avérés, sur des écrits, donc des recherches vraiment très, très précises. Il faudra attendre le XXe siècle et la redécouverte notamment de certains de ses écrits, le rassemblement d'une partie de ses dessins, parce que c'est la grande difficulté, c'est que on a une masse très importante de dessins, mais qui étaient réunis au départ dans un certain nombre de cahiers, mais qui ont été, au fil du temps, dispersés, divisés, et qui sont un petit peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, c'est encore assez difficile de pouvoir avoir une vue d'ensemble de cette œuvre importante. De plus, ça n'a pas été un très grand producteur de peinture. On a à peu près une quarantaine d'œuvres connues, et une vingtaine qui nous est parvenue. Donc vous voyez, ce n'était pas il était plutôt réputé comme assez lent. En fait, comme le dit si justement Daniel Arras, on ne peut qu'inévitablement continuer d'inventer cet homme. Alors vous allez me dire, bon, bah, j'ai plus qu'à plier bagages et à m'en aller. Non, on va tenter de s'attacher à étudier comment cette personnalité exceptionnelle s'est constituée, car Léonard de Vinci n'est pas isolé hors de son temps, et l'universalité de ses intérêts en fait bien un homme de la Renaissance. Alors vous allez me dire, il n'est pas le seul, effectivement. Beaucoup de philosophes, de mathématiciens, d'ingénieurs, d'anatomistes, d'artistes ont excellé à cette période-là. Il est peut-être celui qui a su dépasser les domaines techniques et artistiques où s'exprimait normalement cette universalité dans les cours princières qu'il a pu fréquenter, on le verra tout à l'heure. Des années 1470 à sa mort en France, eh bien, sa peinture va connaître une évolution considérable et ses pensées sur certains points se renouvellent radicalement. Et c'est ça qu'il faut tenter de restituer, cette dynamique extraordinaire et puis ces transformations incessantes. Alors un schéma purement chronologique est imparfait, car c'est quelqu'un qui revient de façon cyclique sur d'anciens ouvrages. On va voir que son premier portrait, celui de Ginevra di Benci, qui était, je l'ai vu sur le PowerPoint qu'on vous a présenté tout de suite, c'est à partir de ce portrait, ce premier portrait florentin, qu'il va pouvoir travailler plusieurs années plus tard sur le portrait de la Joconde, portrait sur lequel il va travailler pendant une dizaine d'années. Donc c'est quelqu'un qui fait sans cesse des allers-retours entre ses œuvres, ses dessins de son début de carrière, qui vont l'aider à continuer à faire ses recherches, et puis ses écrits, où il commence véritablement à écrire à l'âge de 35 ans. Vous voyez, c'est pas tout de suite, et ça va devenir une de ses activités principales, et je dirais même centrale. Et dans tous ces écrits qui ne sont absolument pas uniformes, il y a des écrits polémiques, où il véritablement fait un débat d'idées, et puis il y a d'autres écrits
où sa réflexion commence à s'échauffer avant de se mettre un peu à l'épreuve et d'en dégager un concept. Donc ce sont des écrits aussi sur lesquels il va pouvoir revenir de façon régulière. Ce qu'il faut considérer, c'est Léonard de Vinci vraiment en mouvement et le situer ainsi dans une tendance fondamentale de la Renaissance, qui était qu'on avait une conscience nouvelle qui avait été progressivement formalisée au cours du Quattrocento de la mobilité constitutive du monde et de l'homme dans le monde. Et cette conscience d'une mouvance universelle du monde se marque au fait qu'elle ne se limite pas aux conceptions scientifiques, mais qu'elle concerne aussi l'homme et sa fonction morale et spirituelle au sein de la nature. Donc il y a bien la conscience d'une dynamique inscrite au cœur de la création et vraiment au centre des pensées et de l'art de Léonard. Alors ces idées, il va les développer et il va beaucoup les emprunter, notamment à un texte fondateur, c'est les Métamorphoses d'Ovide, où Ovide considère le monde dans un état permanent de devenir. Et Léonard de Vinci va reprendre à son compte cette idée de base et va développer une théorie dynamique du mouvement, et notamment dans le domaine de la géométrie, le mouvement du point qui engendre la ligne, le mouvement transversal de la ligne qui engendre la surface, et le corps qui va lui aussi être animé de tous ces mouvements. Donc il a véritablement une vision de l'espace en mouvement perpétuel, et l'étude des lois du mouvement va être vraiment au cœur de ses recherches. Alors dans l'hydraulique, puisqu'on va voir que l'eau est très importante pour lui, ça va être dans l'observation de la nature, par exemple le vol des oiseaux, qui va le conduire à imaginer des machines volantes. Donc c'est plus sa partie ingénieur, mais il va s'intéresser à l'anatomie humaine, où il va observer les mouvements du cœur, des poumons. Il va aussi beaucoup, on le verra, un exemple, observer tout l'appareil génital de la femme pour comprendre un petit peu comment se fait, comment on aboutit à la naissance d'un enfant. Donc vous voyez, tous ces mécanismes producteurs du mouvement, ça l'intéresse énormément. Et dans le domaine de la peinture, on va voir que dès le début des années 1480, avant même Michel-Ange, il met au point la forme serpentine, destinée à devenir la figure emblématique de la Renaissance classique, puis maniériste. Si vous avez en tête les peintures du Parmesan, par exemple, vous voyez que cette ligne serpentine devient véritablement exagérée au maximum. Donc Léonard cherche les formes au travers de leur formation. Vous voyez, on part du point, on passe à la ligne, à la surface, et tout ça dans un espèce de brassage. Et cette forme achevée, pour lui, doit préserver cette dynamique originelle pour en transmettre le sentiment. Et on va le voir dans ces dessins où la forme semble jaillir du chaos originel. Donc c'est toute une série d'entrelacs, de superpositions du geste de la main pour essayer de faire émerger de ce chaos une forme reconnaissable. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir l'exposition du grand sculpteur Giacometti à Landerneau. Et dans l'exposition, on voit un petit film où on voit Giacometti en train de peindre le visage d'une personne. Et c'est tout à fait extraordinaire parce que d'abord il a une façon très particulière de tenir son pinceau. Il n'a pas les doigts très rapprochés, il a des manches assez longs et il travaille comme ça d'assez loin sur sa toile ou son papier. Et on voit comment
à travers cette ligne, ce geste de la main,